Bonjour à tous. Bien, moi, je vais vous parler du dernier maillon de l'économie circulaire, effectivement, qui est le maillon du recyclage. Alors, le maillon du recyclage, c'est un maillon très important qui est compliqué parce qu'on reçoit un déchet qui est souillé entre 30 et 70%, comme on l'a vu avant. Et derrière, on a des clients industriels qui, eux, veulent un produit recyclé qui est quasiment l'équivalent du vierge. Et c'est toute la difficulté du recycleur, c'est une adaptation permanente. Alors, je vais vous parler un petit peu du contexte réglementaire. Je vais vous parler également de PlaceLab, qui est notre labo d'innovation et de développement qui a démarré il y a un an. Je vais vous parler également de la stratégie plus globale de Suez dans les plastiques, et puis comment on peut aller plus loin ensemble. Alors, sur le contexte réglementaire, on peut dire que tous les clignotants sont au vert pour l'utilisation de matières recyclées et puis pour la collecte de déchets. Vous avez sûrement entendu parler du décret 5 flux qui oblige maintenant toutes les entreprises à trier des flux plastiques, papier, carton, acier, bois, etc. On a également des objectifs de collecte qui sont très importants, notamment dans le bâtiment, il y a des objectifs de collecte des déchets à 75%. Au niveau de l'Union européenne, on a des objectifs de zéro mise en décharge de plastique à horizon 2025. Plus une volonté de tous les acteurs de la plasturgie, notamment des producteurs, de faire des produits plus verts, en incorporant une dose de recyclé dans leur matière vierge, et puis également produire des produits à partir de biomasse. Alors, la demande en recyclé, elle est toujours insuffisante, il faut qu'on la développe. Pour la développer, on va voir qu'il faut produire des produits de bonne qualité. Et également, il y a souvent une attente aussi en termes de coûts, avec des acteurs donc, qui de plus en plus sont quand même sensibles à l'utilisation de matières premières recyclées. D'autant que tout récemment, on a quand même eu des fortes pénuries de matières vierges, avec des forces majeures chez les producteurs de matières plastiques, qui font prendre conscience quand même de l'importance de mettre du recyclé au même titre que le vierge dans les produits qui sont fabriqués. Et quand il y a un petit peu moins de vierge, on peut mettre plus de recyclé. Et pour les transformateurs qui ne mettent pas du tout de recyclé, ça devient compliqué quand il y a pénurie de vierge, de continuer à produire et à livrer leurs propres clients. Alors, le film de 49 300 tonnes, c'est le chiffre qui a été cité tout à l'heure de collecte Adivalor, qui est un bon pourcentage de collecte, c'est une belle performance d'Adivalor sur la collecte de films agricoles usagés. Alors, l'économie circulaire, d'abord, elle est possible que sur des matières qui ne sont pas biodégradables. Et là, c'est vrai que j'ai entendu hier la promotion du biodégradable. Malheureusement, le biodégradable s'inscrit dans une économie linéaire et pas du tout dans une économie de ressources. C'est pas une ressource qu'on va pouvoir utiliser plusieurs fois. Donc c'est vrai que c'est quand même un poison pour le recycleur que nous sommes. Donc on n'aime pas trop le biodégradable. On préfère des produits qui se recyclent et qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Donc Suez est présent, donc si on parle de l'agriculteur, il y a la dépose dont on a parlé, et on a vu l'importance de la pose et de la dépose, pour limiter la pollution, les impuretés. Donc Suez, nous on est présent également dans tout ce qui est collecte et massification, c'est le métier de départ d'origine de Suez, et on s'investit beaucoup dans le recyclage matière. Et derrière, on a évidemment le transformateur. Alors, vous avez remarqué, au milieu, il y a un rond qui s'appelle PlaceLab. Alors, je vais juste vous faire un petit peu la genèse de PlaceLab. Quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a 3 ans, j'ai demandé où est-ce que c'était le labo. Alors là, on m'a regardé avec des grands yeux. On m'a dit, quel labo ? Dans toutes les entreprises de plasturgie, on sait tous qu'il faut des labos pour mettre au point les formulations, les produits. On sait tous que les matières plastiques, c'est compliqué. Il n'y a pas un plastique, mais des plastiques. Et même dans la famille des polyolépines, il y a une dizaine ou une vingtaine de polyolépines différents. Donc il n'y avait pas de labo il y a 3 ans. Et puis j'ai eu la chance d'avoir la visite de notre grand patron Jean-Louis Chaussade sur le site de Verny où on recycle
du PVC. Et puis à un moment donné, il me dit, ben voilà, on recycle 130 000 tonnes de plastique par an, je voudrais doubler les tonnages dans les 5 ans, qu'est-ce qu'il faut? Ben, j'ai dit, voilà, il faut un labo. Et il m'a dit, ben, il faut combien? J'ai dit, ben voilà, avec 300 000 euros, je peux faire un labo. Et alors là, il m'a fait une réponse surprenante, il m'a dit, non, 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 c'est pas 300 000 euros, tu vas prendre 1 million d'euros. Alors c'est la première fois qu'il y a un patron qui me dit, qui me triple mon budget. Là, évidemment, je sais faire. Pour 1 million d'euros, je sais faire aussi un labo. Et donc c'est comme, et il m'a expliqué en fait pourquoi il me disait ça. Et quand on souhaite, c'est aussi le traitement de l'eau. Quand lui il est arrivé dans le groupe, il n'y avait pas de labo de recherche sur l'eau. Et il a mis en place ce labo qui s'appelle le CIRC, c'est OPEC. Et il a vu la différence pour commercialiser ces services de traitement d'eau. Dès qu'on montre aux clients un petit peu comment ça se passe et qu'on montre tout l'effort de R&D qui est fait, ça facilite grandement la vente des services et des produits que l'on peut proposer. Donc le labo PlaceLab, le voici. Il a démarré voici maintenant 1 an. Et donc il nous sert en fait à caractériser les gisements que nous recevons. Parce qu'on a vu hier que c'est principalement du polyéthylène basse densité, mais il y a aussi du polypropylène, de l'EVA et des nouveaux matériaux qui arrivent pour apporter des nouvelles fonctionnalités dans les films. Donc c'est important pour nous de savoir de quoi on parle. On va faire des essais également de compoundage, de compatibilisation, des essais de choc, des essais de rhéologique qui vont nous permettre de faire des fiches techniques pour les clients. Donc ce labo, pour nous, c'est vraiment clé pour arriver à produire les nouvelles matières de demain à partir des déchets que nous recevons. Alors, qu'est-ce qu'on fait Suez en matière de recyclage? Il faut savoir que si on recycle 130 000 tonnes de matière dans différentes matières plastiques, on collecte quand même 400 000 tonnes et on trie 400 000 tonnes de matière. Et c'est 400 000 tonnes de matière qui sont recyclées. Soit dans les usines Suez, soit en dehors des usines de Suez. Plus spécifiquement pour le film agricole usagé, nous avons en France donc 2 usines. Une usine près d'ici, dont le nom a été cité, qui s'appelle Sopab, dans l'Aveyron. Et puis une usine à côté de Nantes qui s'appelle SRP, Sita Recycling Polymère, qui fait également donc du granulé recyclé à partir de films agricoles. Donc la stratégie de Suez, je le disais, c'est à la fois, on est à la fois dans l'eau et dans les déchets. L'eau, c'est réutilisation, c'est vraiment la révolution de la ressource dans le sens où on veut utiliser la ressource plusieurs fois. Et on estime souvent dans les plastiques qu'on peut utiliser la même ressource 6 à 7 fois en upgradant à chaque fois, en remettant les additifs qui vont bien, les antioxydants, les anti-UV, pour redonner des propriétés mécaniques aux produits que nous fabriquons. Alors, on disait tout à l'heure, on a des clients exigeants. En plasturgie, les clients, ils veulent des fiches techniques. Donc, nous, on s'engage, quand on livre un client sur un granulé, on s'engage avec une fiche technique, avec des valeurs qui donnent les données rhéologiques du produit, c'est-à-dire comment il va pouvoir se transformer chez le client. Et également, on donne les performances mécaniques, ça va être du choc, ça va être l'élongation et les taux d'impureté. Le but de ça, c'est évidemment de développer les matières recyclées, d'où la coopération aussi avec la Fédération de la plasturgie. Ce que j'ai pas dit, c'est que les recycleurs se sont regroupés au sein du SRP, qui est le syndicat des régénérateurs de plastique, pour pouvoir porter la voie du recyclage. C'est vrai que les recycleurs, en général, on n'en parle pas trop. Il y a beaucoup de gens qui parlent à la place des recycleurs. Et on a décidé à un moment donné de se regrouper dans ce syndicat professionnel et d'avoir des partenariats, notamment avec la fédération, pour promouvoir l'utilisation de matières premières recyclées. Alors sur cette diapo, vous voyez un aperçu de ce que l'on fabrique. Donc soit ça va être sous forme de granulés, donc principalement naturel ou noir, avec des performances différentes. Et on a également une petite activité sacherie,
pour les collectivités. Là, vous voyez les sacs Vigipérate de la ville de Paris. On doit voir la Tour Eiffel derrière les branchages. Alors, il faut savoir qu'avec PlaceLab, on essaye quand même de développer plus d'applications différentes. C'est vrai que le recyclage, au départ, on prend un film agricole et on va refaire un film. Bon, après, la matière plastique permet justement ce travail qui va permettre des applications qui sont parfois à plus haute valeur ajoutée. Le problème, quand on est sur la même application, c'est qu'on a une décote de prix par rapport au vierge qui est très importante et qui pèse lourd à un moment donné sur l'économie de la chaîne de recyclage. Donc l'utilité pour nous de PlaceLab, c'est vraiment d'aller chercher des marchés à plus haute valeur ajoutée. Alors ensuite, comment on peut mieux travailler ensemble? On a vu tout à l'heure avec Rafu l'amélioration de la qualité, c'est quelque chose de très important, parce qu'encore une fois, si on veut développer le recyclage et l'utilisation de matières premières recyclées, il faut qu'on puisse fournir aux clients, aux transformateurs des produits de qualité. Et nos usines, à chaque fois, elles retirent un pourcentage d'impureté. Donc plus on part bas au départ, et meilleure sera la qualité finale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'engagement commun, ça peut être au niveau de l'éco-conception. On a souvent des metteurs sur le marché de produits qui ne savent pas trop quel emballage mettre et est-ce que l'emballage sera recyclé au final. Et c'est vrai que c'est un dialogue qu'on peut avoir très en amont pour dire, voilà, tel emballage qui va être peut-être un complexe multicouche, etc. On fera des essais peut-être au niveau labo pour voir comment ça se comporte et comment on peut le recycler. Et auquel cas, ça a un impact sur la collecte. Ça peut être une collecte en mélange, ou au contraire une collecte séparée si on constate que les produits sont incompatibles entre eux, ou s'il n'y a pas de moyen de les rendre compatibles. Et là, je pense que ça, c'est important en termes d'éco-conception. J'entendais hier Rivulis qui parlait de monomatière. Bon, donc ça, c'est une bonne chose de prendre de la monomatière, parce qu'effectivement, dès qu'on a des complexes multicouches, ça complique les choses et ça peut rendre le produit inrecyclable. Et je voudrais saluer l'effort qui est fait justement pour prendre en compte cette recyclabilité. Parce que souvent dans l'éco-conception, la recyclabilité effective n'est pas prise en compte. On va dire, voilà, c'est du PE, donc c'est recyclable, sauf que c'est un PE d'une nature complètement différente, qui n'est pas forcément recyclable. Le but, c'est évidemment toujours d'avoir davantage de matières premières recyclées, et puis le but aussi, c'est que l'apport des plastiques dans l'industrie de l'agriculture soit mieux valorisé, mieux reconnu, et que au prochain micro-trottoir, on aura des réactions un petit peu plus positives sur le rôle du plastique dans notre vie de tous les jours. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Tu vas encore me faire. Juste un petit commentaire sur ce que tu as dit. La première chose, c'est que il n'y a pas de film biodégradable qui arrive dans tes usines d'origine agricole. Il n'y en a pas. Depuis qu'on collabore, on n'a jamais envoyé 1 kilo de film biodégradable dans les flux expédiés par Adi. Alors, deuxième chose, moi j'ai une suggestion. Et je pense que tu vas être d'accord là-dessus. Je pense que les fabricants vont être également d'accord là-dessus. Pour baisser le taux de soudure, on peut considérablement augmenter l'épaisseur des fils. Ça pourra améliorer les choses, peut-être. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord là-dessus. C'est vrai qu'on a assisté à une course à l'épaisseur. On disait, voilà, l'éco-conception était synonyme de baisse d'épaisseur. Mais ça, c'est pas que dans le film, c'est aussi dans les emballages, etc. Mais on s'aperçoit que finalement, la baisse d'épaisseur, elle va à l'encontre du recyclage, parce que plus un objet est fin, moins il va être recyclable. Dans le film, c'est caractéristique, parce qu'évidemment, ça augmente le taux de soudure, rapporté au taux de plastique. Et puis dans l'emballage, à un moment donné, c'est tellement fin que, par exemple, je prends l'exemple des emballages souples qui se développent actuellement, on a des baisses de poids de 40%, donc c'est énorme. On dit éco-conception, c'est super. Et en fait, c'est plus du tout recyclable, parce que pour garder les propriétés barrières, on est obligé de mettre des complexes multicouches. Et à un moment donné, la seule voie de valorisation possible, c'est la valorisation énergétique, qui ne remplit pas le rôle
de créer une ressource renouvelable. Hein, on n'est plus dans le renouvellement des ressources, on est dans une valorisation énergétique. Voilà.